Que ne me fera-t-on faire puisqu'on m'a monté sur un bateau? J'ai embarqué sur une mer calme. Le ciel était certes lourd de nuages gris, généralement signe de pluie ou de vent, mais je pensais que malgré ce temps incertain et menaçant, il était possible de franchir la faible distance qui sépare Naples, la ville qui t'est chère, de Pouzzoles. Aussi, pour arriver plus vite, ai-je pris le large en direction de Nésida, dans l'intention d'éviter toutes les sinuosités du rivage. J'étais déjà arrivé à un point où je n'avais pas plus intérêt à avancer qu'à revenir en arrière, lorsque le calme qui m'avait séduit commença à se gâter. Ce n'était pas encore la tempête, mais déjà la mer s'agitait et les lames devenaient plus courtes. Je demandai alors au pilote de me déposer sur un point quelconque de la côte. Il me répondit que les rochers empêchaient d'aborder, et que dans la tempête, il ne craignait rien tant que la terre. J'étais trop mal en point pour avoir l'idée du danger. Un mal de mer lancinant me tourmentait, mais je ne vomissais pas. La bile remontait sans que je puisse m'en débarrasser. J'insistai donc auprès du pilote et l'obligeai à regagner bon gré mal gré le rivage. Lorsque nous en fûmes tout près, je n'attendis pas, comme le recommande Virgile, que la proue soit tournée vers le large ou qu'on jette l'ancre du haut de la proue. Me rappelant ma technique du vieil adepte des bains froids, je me jette à l'eau, vêtu d'une gozape, comme il en convient à un amateur d'eau froide. Que n'ai-je pas souffert en rampant à travers les rochers, en cherchant mon chemin ou en m'en faisant un. Je compris que les marins avaient raison de redouter la terre. J'ai dû soutenir des fatigues incroyables, alors que je ne pouvais me soutenir moi-même. Sache-le bien, si Ulysse fit sans cesse naufrage, ce ne fut pas à cause d'un destin cruel qui lui opposait une mer déchaînée. Non, c'est le mal de mer qui le contraignait à débarquer. Moi aussi, pour chacun de mes voyages en mer, j'aurais besoin de 20 ans pour arriver à destination. Lorsque mon estomac eut cessé de me tourmenter, tu sais que les nausées ne disparaissent pas dès qu'on a quitté la mer, et que des frictions eurent revigoré mon corps, je commençai à méditer sur le profond oubli où nous sommes de nos défauts. Ceux du corps qui pourtant se manifestent de temps en temps, et à plus forte raison ceux de l'âme qui se cachent d'autant plus qu'ils sont plus graves. Un léger accès de fièvre passe inaperçu, mais quand il se transforme en une véritable fièvre qui embrase le corps tout entier, l'homme le plus résistant, le plus endurci contre la douleur, est contraint de crier sa souffrance. On a mal aux pieds, on se sent des fourmis dans les articulations, on peut encore dissimuler en disant qu'on s'est tordu la cheville ou qu'on a eu un accident en faisant de l'exercice. La maladie en est encore à ses débuts. On tâtonne, on lui cherche un nom, mais lorsque les chevilles se mettent à enfler et qu'on a l'impression d'avoir 2 pieds droits, force est de reconnaître qu'il s'agit de la goutte. C'est le contraire pour les maladies de l'âme. Plus on est atteint, moins on le ressent. Ne t'étonne pas, mon cher Lucilius, quand on vient de s'endormir et que dans ce sommeil léger on perçoit encore des formes, on a parfois, tout en dormant, conscience de dormir. Le sommeil profond, lui, éteint jusqu'au rêve et plonge l'esprit dans un océan profond qui ne laisse pas de place au rationnel. Pourquoi ne confesse-t-on jamais ses vices? C'est qu'on est encore sous leur empire. Eh bien, raconter ses rêves, c'est être éveillé. Et reconnaître ses vices, c'est en être guéri. Réveillons-nous, donc peut être en mesure de condamner nos erreurs. Mais seule la philosophie nous ranimera. Seule elle pourra secouer notre lourd sommeil. Consacre-toi entièrement à elle. Tu es digne d'elle et elle est digne de toi. Marchez main dans la main, refuse-toi à tout le reste. Avec courage et sans détour, il ne faut pas faire de la philosophie à la dérobée. Si tu étais malade, tu abandonnerais pour un temps la gestion de ton patrimoine. Tu ne t'occuperais plus de procès. Personne ne compterait assez à tes yeux pour que tu ailles l'assister en justice au moment où tu irais mieux. Non. De toute ton âme, tu t'emploierais d'abord à guérir. Pourquoi ne ferais-tu pas la même chose à présent? Disperse tous les obstacles et ne t'adonne plus qu'à la sagesse. On n'y parvient pas si l'on a l'esprit occupé ailleurs. La philosophie est reine. Elle décide de ton temps. Ce n'est pas toi qui lui en fais l'aumône. Elle n'est pas une occupation secondaire, mais essentielle, en maîtresse absolue. Elle est là et elle donne les ordres.
Écoute la réponse d'Alexandre au représentant d'un pays qui lui offrait une partie de son territoire et la moitié de tous ses biens. Si je suis venu en Asie, ce n'est pas pour recevoir ce que vous me donnerez, mais pour que vous gardiez ce que je voudrais bien vous laisser. De même, la philosophie déclare à tout ce qui n'est pas à elle « Je ne suis pas faite pour accepter le temps qui vous reste, c'est vous qui accepterez ce que je vous attribuerai. » Tourne-toi donc entièrement vers elle, cultive-la sans relâche, creuse un énorme fossé entre les autres hommes et toi. Tu seras très loin devant tous les mortels, et les dieux ne seront pas très loin devant toi. Qu'est-ce donc qui te sépare d'eux? C'est que leur existence sera plus longue. Mais par Hercule, c'est un beau travail d'inclure l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Le sage trouve dans le temps que dure sa vie autant que le dieu dans l'éternité. Il y a d'ailleurs un point sur lequel le sage est supérieur au dieu. Si la crainte les épargne tous deux, celui-ci le doit à sa nature, celui-là à son travail. Quelle merveille que d'avoir la faiblesse d'un homme et la tranquillité d'un dieu. La force incroyable de la philosophie, c'est de repousser tous les assauts de la fortune. Jamais les traits ne peuvent rester fichés en elle. Parée contre le choc, elle reste inébranlable. Tantôt elle laisse pleuvoir les attaques en se moquant et les esquive comme des javelots légers qui effleurent à peine les plis de sa robe, tantôt elle les disperse et les renvoie à celui qui les avait lancés. Adieu.